Si on veut comprendre l'humanité, il faut impérativement avoir voyagé en Éthiopie, un pays africain des plus anciens. Ici, en son cœur, la terre de Lucie, qu'on appelle l'ancêtre de l'humanité, s'offre à nous. C'est ici, dans l'ancienne Abyssinie, que les descendants du roi Salomon et de la reine de Saba nous ouvrent les portes de cette destination fascinante, habitée par une multitude de peuples dont les origines remontent à plus de 3 millions d'années. Cette population, à l'origine d'éléments essentiels de la civilisation, a la particularité de n'avoir jamais été colonisée. Avec leurs sandales cabossées par le temps, ces Éthiopiennes courbées portent toujours l'eau ou des fagots de bois sur le dos, le sourire aux lèvres, comme si le temps n'avait pas de prise sur elles. Ce pays, considéré comme le berceau de l'humanité, nous dévoile ses charmes et surtout toutes ses particularités. Et des originalités, il y en a. Des singularités auxquelles ce film s'intéresse. C'est au son du massinko, un instrument populaire et typique de ce pays, que nous remontons le temps. Un instrument joué avec un archet que nous découvrons à l'entrée des restaurants ou autres bars locaux. Servir le café est un véritable rituel. Préparé avec attention, il occupe une place primordiale dans la vie des Éthiopiens. Il représente un acte fort, quotidien. Un moment de générosité que les locaux ne manquent pas de partager. On se doit de prendre son temps pour apprécier celui qui est un secteur clé pour l'économie de ce pays. C'est très très fort. L'Éthiopie, c'est l'origine du café. Dans leur village et leur vie quotidienne, les ménagères éthiopiennes, en le préparant, n'oublient pas de vanter la délicatesse de l'arôme et l'acidité sauvage de ce café. L'arabica, né sur les plateaux éthiopiens. Une certaine habileté est nécessaire pour préparer ce breuvage. Afin de ne pas altérer son goût, le choix des ustensiles est primordial. Une fois le marc descendu, il peut être servi. Alors, si son café arabica est reconnu dans le monde entier, son blé dur poussant sur ses hauts plateaux est incontestablement une culture particulière à ce pays. Ressource essentielle de la sécurité alimentaire, sa culture est facile à faire pousser, mais une attention toute particulière s'impose tout au long de son développement. Afin de préserver le potentiel de son rendement.
Un pays où s'imposent aussi ses hommes et ses femmes. 125 millions d'habitants. Une véritable richesse qui requiert une politique dynamique d'orientation afin de leur garantir un avenir. Au fil du temps, des communautés d'individus se sont imposées, comme celle de Aoura Amba. ሁሉም ሰው በሰውነቱ ወንድነት መሆን አለበት። ነጭ ነው ጥቁር ነው ያን የምንለያየው እኛ ነን። ሁላችን የአንድ አዳምና ሔዋን ልጆች የአንድ ሀረግ የአንድ አባት የአንድ እናት ልጆች ነን ብለን ነው የምናምነው። ለእኩልነት ለሰላም እውነትን ይዞ ነው የሚሄደው። ለስራ የተነሳሳ ሁሉን ዘመድ አድርጎ አቅፎ የሚሄድ ነጭ ነው ጥቁር ነው ብሎ የማይመጣ Un fonctionnement basé sur des principes d'égalité et de partage pour les 600 membres vivant dans ces lieux. Beaucoup travaillent. Pas de favoritisme, tout le monde effectue une tâche ou une activité comme celle consistant à réaliser des vêtements en laine ou à tisser des étoffes de coton. Dans cette famille unie, hommes et femmes font le même travail et des règles existent afin de garantir l'unité de la communauté. Les tissus fabriqués sont revendus après et permettent de faire vivre tout le monde. Ensemble, jeunes et vieux participent aussi à la construction d'une maison et tout est bien huilé. La solidarité est le principe premier et tout le monde se partage les bénéfices en fin d'année. Les vieillards ou les vieux, quant à eux, sont en maison de retraite. Le vieillissement s'accompagne de la perte d'autonomie et d'indépendance. Alors ici, on fait pour le mieux. Dans un pays dont l'espérance de vie a fortement progressé ces dernières années. Résultat d'une amélioration de la situation sanitaire. Il y a 12 chambres, mais pour le moment, il y a seulement 7 personnes. Cette communauté constitue une étape incontournable à ne pas manquer, rejointe par des pistes. Alors géographiquement, ce pays possède aussi des spécificités bien définies, des lacs immenses, de véritables mers intérieures, comme le lac Tana, un lac en altitude, le plus grand d'Éthiopie, et même l'un des plus grands du continent africain. Sur ces eaux lisses, nombreux sont les pêcheurs qui appâtent la tilapia. Les navigateurs glissent à bord de barques légères sans troubler la quiétude des pélicans et autres oiseaux. Les pêcheurs sur leurs pirogues fabriquées à base de papyrus, plante endémique de cette région, sont toujours prêts à proposer leur pêche matinale. Ils n'hésitent pas à faire des allers et retours pour la vendre.
Des communautés monastiques, installées depuis le Moyen-Âge, peuplent aussi ces berges et ces îles. Elles perpétuent aujourd'hui encore un mode de vie original, en symbiose avec leur environnement. Encore une autre particularité de ce pays. Le lac Tana, terre chrétienne, a accueilli très tôt des moines venus se réfugier sur les îles de ce lac lors des raids musulmans au XVIe siècle. Ces monastères isolés sur les rives ne sont atteignables qu'en bateau, et ensuite à la marche. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. La meilleure méthode pour apprendre la Bible, c'est la peinture. Et comme vous voyez, c'est vraiment coloré. Voilà, on arrive à Yura Kidana Mrat. D'abord, on va rentrer. C'est un monastère du XIVe siècle. C'était fondé par un moine qui s'appelle Abba Johannes. Lui, il a fondé plusieurs monastères autour de cette presqu'île. À l'église orthodoxe, toujours, il y a 3 parties. La première partie de l'église, c'est accessible à tout le monde. Ça veut dire c'est pour tous les fidèles. La deuxième partie, c'est pour recevoir le communion. La troisième partie de l'église, c'est accessible seulement pour le prêtre et le diacre. Donc, on va rentrer. Donc maintenant, on est situé dans la deuxième partie de l'église. On y trouve des fresques murales impressionnantes et particulièrement bien conservées depuis plus de 500 ans pour certaines. Et ce, gardées par des moines qui se sont retirés loin du monde. Elles constituent l'un des plus riches exemples de l'art chrétien au monde. Une singulière particularité, celle-là. Elles présentent des images colorées, des événements sur l'Ancien et le Nouveau Testament, comme une véritable bande dessinée biblique. C'est tout là-haut, c'est la notation. C'est la notation, là-bas, c'est la flagellation. C'est la crucifixion, la descente de la croix là-bas. C'est la résurrection. C'est l'enterrement de Jésus-Christ. C'est Saint-Georges. On va le voir là-bas. Il y a la Sainte Marie là-bas. Ce lieu est toujours découpé en 3 parties circulaires et pour trouver la sortie, le visiteur traverse ces pièces qui représentent la Sainte Trinité. Il ne manque pas de se faire ouvrir un trésor gardé bien précieusement à l'abri de la chaleur du soleil et de la lumière. Une peinture remarquable du monastère datant du début du XVIe siècle. Dans ce lac, on baigne dans le passé. Une histoire qui a laissé des traces encore bien visibles. Ce lac chargé d'histoire a été du XIVe au XVIIe siècle le pivot central de l'Abyssinie chrétienne. Le tuk-tuk, moyen de locomotion le plus populaire encore aujourd'hui, permet de se déplacer facilement et de rejoindre son ancienne capitale Gondar et ses faubourgs. La guerre civile
qui a suivi la révolution contre l'imposition de la religion catholique au début du XVIIe siècle, a laissé sa marque. Et l'empereur Fasciladas va faire de Gondar une ville fortifiée. Encore une particularité sur le continent africain. Cette ville historique va devenir la troisième capitale de l'Éthiopie, Des palais renforcés sont construits au sein d'une grande enceinte royale de plusieurs hectares. Il y a 7 châteaux en fait. Celui-là, c'est la première château et la plus grande château. Des bâtiments d'un style très particulier, marqués d'influences arabes, indiennes et portugaises, prennent naissance. Le palais de Fasciladas, tout en pierre brune, s'impose à notre regard. Un escalier mène aux salles de repas et aux salles de réception, où se déroulaient les cérémonies religieuses. Là-bas, il y a une étoile de David. Ça indique que c'est la descente de Solomonite, le royaume de Salomon. Du balcon, il y a une vue remarquable sur les autres bâtiments. Sa posture imposante, avec donjons et tourelles, le fait ressembler aux châteaux européens de notre Moyen-Âge. Un patrimoine architectural impressionnant voit le jour. Un ensemble saisissant regroupe des édifices prodigieux d'architecture typiquement éthiopienne. Ici, en parcourant ce site unique, on a l'impression de basculer dans le passé. Par moments, on pourrait se croire en Écosse, à voir et revoir les tours crénelées. Encore aujourd'hui, toutes ces constructions exposent leurs glorieux vestiges. Des fortifications étonnantes, en partie restaurées, montrent l'histoire mouvementée et très particulière de Gondar, étape incontournable sur la route historique de l'Éthiopie. Pour favoriser l'implantation de tels édifices, Gondar a bénéficié de plusieurs facteurs, et notamment l'absence de la malaria qui sévissait à l'époque. La première raison, il n'y avait pas la moustique. La deuxième raison, il y avait de grandes rivières pour alimenter les gens. La troisième raison, c'était un endroit stratégique, qu'il y avait 7 montagnes autour de Gondar. Mais à Gondar, après les châteaux sortis de nulle part, il y a aussi des églises majestueuses, construites un peu plus tard. De véritables sanctuaires proches de la cité impériale. Une bien belle unicité de ce pays. Une ville marquante dans l'histoire de ce pays, longtemps considérée comme étant une cité de religion et d'espoir pour le peuple éthiopien. Donc, derrière de moi, il y a une église qui s'appelle Debre Birhan Selassie. Ça veut dire c'est une église dédiée pour Trinité. Debre Birhan, ça veut dire c'est la lumière de la Trinité. Donc, c'est une église, il a une forme de château. Donc, l'empereur Ieyasu, c'est lui qui l'a construit en 1692. Donc, l'église orthodoxe, toujours, il a 3 portes. Il y a une porte des femmes, il y a une porte pour les hommes et il y a une porte pour les prêtres. Donc nous, maintenant, on va rentrer dans la porte des hommes. En plus, à l'intérieur de l'église, il y a 3 parties. La première partie de l'église, c'est accessible à tout le monde, c'est pour chanter. La deuxième partie de l'église, c'est pour recevoir le communion. La troisième partie de l'église, c'est pour se mettre l'arche d'alliance. Donc, ce n'est pas accessible pour les fidèles, c'est accessible seulement pour les prêtres et les diacres.
Dans cette église, de nombreux prêtres lisent la Bible, et il vaut mieux avoir une lampe torche à portée de main pour les apercevoir et pour admirer les fresques incroyables peintes sur les murs et plafonds. C'est une église particulière, avec sans aucun doute le plus bel échantillon de fresques murales du continent africain. Là, la peinture, ce qu'on voit, c'est l'annonciation c'est l'annonciation. Il y a Saint Gabriel et Sainte Marie. Tout là-haut, c'est le rameau, voyez. Ça représente le diable, ça représente le diable. Ça, c'est la résurrection. Ça, c'est le chemin de la croix, tout là-haut. Toutes les décorations, ces scènes historiques et religieuses, datent de 400 ans et font de cette église un véritable trésor et une pièce majeure de cette ville de Gondar, qu'il faut quitter avec regret pour se diriger plus au nord. Si le nord de l'Éthiopie recèle des trésors culturels, il nous dévoile aussi la richesse de ces régions, et notamment du pays Amhara, deuxième région la plus peuplée d'Éthiopie. Une communauté fortement chrétienne orthodoxe que l'on prend plaisir à côtoyer sur les routes et les nombreux marchés. Notamment les marchés à bestiaux hebdomadaires où vaches, chèvres et moutons tiennent une place prépondérante. Ici, les ovins sont bruns, marrons. Tout se négocie dans le calme et avant de choisir le bon mouton, il faudra bien se renseigner et en examiner plus d'un. Tout le monde est de sortie constamment dans ces villes, à la densité de population très élevée. Une région où les vallées côtoient les plateaux. Et plus on se rapproche du nord, en direction du Tigré, plus les villages de huttes au toit de chaume, ou gojo, maisons traditionnelles, semblent isolés. La route plantée d'acacias, d'eucalyptus et autres goyaviers serpente au cœur de ces hauts plateaux du nord. Un massif montagneux impressionnant, constitué de trappes sculptées par l'érosion de millions d'années. Un empilement de roches volcaniques qui arrivent à se superposer les unes aux autres, donnant naissance à des abîmes impressionnants de près de 1500 mètres.
Une terre riche en ballast qui rayonne sur tout le massif du Simien, l'un des toits de l'Afrique. Cette chaîne comprend certains des plus hauts sommets de ce continent, l'emblème de l'Éthiopie. On découvre, à plus de 4000 mètres, une autre particularité de ce pays. Là où l'oxygène se fait rare, la vie se développe de façon inattendue pour les Géladas, une espèce unique vivant à la cime de ces montagnes, qui leur offre un habitat idéal. Ils se nourrissent exclusivement d'herbes. Reconnaissables à leur fourrure brune, à leur visage allongé et leurs petites narines, les Géladas disposent de doigts très habiles. Le cadre du Simien et ses prairies luxuriantes est idéal pour eux. Ils vivent en groupe. Ces primates, encore appelés les singes lions, sont une des très rares espèces pouvant s'accommoder de la haute altitude. Mais la vie à ces hauteurs vertigineuses n'est pas sans risque. Ces grimpeurs habiles ont fait de cette terre d'excellence leur havre de paix, un environnement que la plupart des autres primates ne pourraient atteindre. Eux s'éclatent dans ce massif, formé voilà 30 millions d'années à partir de la lave des entrailles de la Terre. Au fil des millénaires, l'érosion a sculpté des sommets originaux qu'il convient de franchir pour rejoindre des plateaux plus bas et plus adaptés à la vie humaine. L'Éthiopie compte plus de 25 sommets dépassant les 4000 mètres. On descend progressivement vers des terres habitées par les Amara, un peuple dépositaire d'une grande partie de l'histoire impériale du pays. Cette ethnie est maintenant majoritairement composée d'agriculteurs ou éleveurs et l'on peut la croiser dans leurs villages et quelquefois sur les marchés. Celui de la viande, entre autres, une autre particularité de ce pays. Moutons, veaux, poulets, chèvres sont à la vente. Au domicile des habitants, cette viande prendra une place de choix. Souvent accrochée au plafond, on pourra la trouver notamment dans le wat, un ragoût à base de viande, plat très prisé des Éthiopiens. Cette ethnie peut être aussi approchée derrière des vieilles machines à coudre, plantées au milieu des routes, ou tout simplement chez eux. Ce pays au passé chargé d'histoire, aux originalités et particularités certaines, est sans aucun doute une destination surprenante, étonnante. Une terre riche en patrimoine et paysages, et le seul pays africain à nous offrir autant de diversité.